Bien. Donc, il est 11 heures. Nous allons essayer de respecter le temps qui nous est imparti. Merci à tous de votre présence ce matin. Donc, je me présente, je m'appelle Elliot Mourier, je suis consultant senior au sein de la société Micropole et j'ai également en charge de porter l'offre d'accompagnement sur ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, à savoir la conformité au GDPR, au nouveau règlement européen sur la protection des données. J'ai par ailleurs une formation avec un doctorat en sciences politiques et donc à la fois cette double casquette plutôt politico-juridique d'un côté et IT qui me permet de faire la jonction entre ces deux mondes que ce texte réunit. Et nous allons essayer ensemble aujourd'hui de décrypter en partie ce texte. Je fais un dernier petit test, excusez-moi. Encore une fois, tout le monde m'entend bien, tout le monde me voit bien. Vous pouvez répondre dans le chat. C'est bon? Ok, parfait. Merci de votre collaboration. Alors juste pour rapidement vous expliquer le déroulé, nous avons 45 minutes. Je vais vous présenter le GDPR et également ce que Micropole et les partenaires peuvent faire pour vous aider dans vos démarches de mise en conformité. On va faire ça pendant une trentaine de minutes et ensuite on laissera un temps, au moins une bonne dizaine de minutes pour des questions-réponses, parce que j'imagine que vous en aurez beaucoup. Donc n'hésitez pas à les renseigner dans le chat. J'ai ma collègue Sarah qui me fera un petit listing à la fin et donc on reviendra sur un maximum de vos questions. Essayez de les centraliser à la fin, mais si vous avez peur de les oublier, vous pouvez tout de même les écrire au fil de l'eau dans le chat. Très bien. Je vous propose donc de débuter sans plus attendre. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google. Nos données personnelles sont partout et constituent un enjeu économique de tout premier plan dans l'économie du XXIe siècle. De même pour vos entreprises, les données clients, fournisseurs, partenaires, prospects et même celles de vos collaborateurs sont des données de référence dont la bonne exploitation est vitale pour le bon fonctionnement de vos diverses activités. Mais parallèlement à cela, on observe une préoccupation croissante des personnes quant à l'obtention, la conservation et l'usage de leurs données faites par les entreprises. Le déficit de confiance est immense, comme en témoigne le recours aux pseudonymes, aux numéros de téléphone bidon et autres adresses fictives au moment de saisir un formulaire sur Internet. Vous y avez tous certainement été confrontés. Cette piètre qualité des données engendre, vous le savez, des coûts importants pour l'entreprise. Alors dans ce contexte, l'objectif du règlement européen sur la protection des données, RGPD ou GDPR en anglais, est double. D'une part, permettre aux personnes de reprendre le contrôle sur leurs données, de se les réapproprier, et d'autre part, mais cela doit en être la conséquence, accroître la confiance des personnes pour accroître les possibilités d'exploiter ces données et d'en tirer davantage de valeur pour les économies européennes. Ce n'est pas là qu'un vœu pieux, en effet. Comme vous l'avez tous déjà entendu, le règlement européen sur la protection des données personnelles va octroyer à la CNIL, notre autorité de régulation nationale, un pouvoir de sanction considérablement renforcé, avec des sanctions financières pouvant s'élever à 4% du chiffre d'affaires consolidé du groupe, qui vous oblige à anticiper ce tournant dès maintenant pour minimiser les risques. Alors pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité, vous avez peut-être vu que Facebook, justement, hier, a été condamné à une amende de la CNIL à hauteur du montant maximal dans la précédente législation, qui est de 150 000 euros. Vous allez me dire, c'est pas grand-chose pour un grand comme Facebook. Néanmoins, tout de suite, la presse a repris la chose. On voit des articles partout. Facebook s'est fait passer par la CNIL. Et quelque part, ce n'est pas tant le montant financier qui pose problème que la problématique d'image
qui va également être une problématique, mais évidemment, quand ces montants passeront de 150 000 euros maximal, c'est déjà le cas avec la loi Le Maire, à 3 millions d'euros, et demain avec le GDPR à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires, évidemment que le risque va être clairement plus important pour les entreprises. Nous allons donc voir aujourd'hui, nous allons vous présenter les principales facettes de ce texte et les enjeux et problématiques nouvelles qu'il soulève pour vous. Nous vous expliquerons également en quoi l'expertise conjointe de Micropole et de son partenaire Informatica, et je souligne la présence d'Alexandre qui est à mes côtés, représentant de la société Informatica, pour vous aider à anticiper cette révolution et à surfer sur la vague plutôt qu'à vous retrouver noyé par la complexité des changements induits. Alors, d'abord ce petit sondage, cette petite enquête qui a été menée par la CNIL il y a quelques semaines et qui montre le degré de connaissance, de maturité finalement relativement faible des entreprises françaises sur le sujet. Alors, c'était une enquête qui date d'il y a un mois, j'espère qu'entre-temps les chiffres ont un petit peu augmenté, mais il y a un mois de cela, seul un tiers des entreprises disaient avoir connaissance du GDPR, 97% n'avaient pas de plan d'action défini, et seulement 10% d'entre elles pensaient qu'elles seraient prêtes à temps. On voit qu'effectivement, et votre présence aujourd'hui en témoigne, il y a un besoin d'information assez important sur le sujet, et la maturité générale des entreprises est assez faible. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a certains secteurs qui sont habitués à subir finalement les contraintes des diverses législations qui ont assez bien anticipé ce tournant, hein, le secteur bancaire, le secteur assurantiel notamment. Et on voit que voilà, les autres secteurs sont un petit peu à la traîne. Vis-à-vis du sujet, c'est un élément important. Alors, comme promis, on va s'attarder assez longuement sur cette petite slide qui résume finalement à la fois les exigences renforcées par le texte et les nouvelles exigences. Alors j'imagine que mon petit exposé là suscitera pas mal de questions. Comme je l'ai dit en début de session, on prendra un temps à la fin, au moins une dizaine de minutes, pour revenir sur les différentes questions que vous pourriez avoir. Alors commençons d'abord par les exigences renforcées. Renforcées pourquoi? Parce que vous le savez, on ne part pas d'une page blanche. La protection des données personnelles, c'est un sujet ancien déjà. La France est pionnière en la matière avec la loi informatique et liberté de 1978, qui a ensuite assez largement contribué à la directive européenne de 1995, qui est le cadre législatif européen actuel. 95, c'est évidemment un autre temps. Les réseaux sociaux, les big data, data science et autres, c'était pas encore des sujets d'actualité. Aujourd'hui, évidemment, les choses ont bien changé et donc il y avait nécessité de travailler sur un texte qui permette d'appréhender aussi ces problématiques-là dans toujours le souci de la protection des droits des utilisateurs. Donc, exigence renforcée par le GDPR, il y a bien sûr toute la partie consentement. Vous le savez, il y a différentes bases légales qui permettent de traiter, de collecter, de traiter des données personnelles. Évidemment, tout ce qui relève du contrat, c'est quelque part la façon la plus simple. Tout ce qui est nécessaire à l'exécution d'un contrat, finalement, vous légitime pour collecter, pour traiter les données nécessaires à l'exécution du contrat. Il peut aussi y avoir finalement des cas relativement exceptionnels comme les intérêts vitaux de la personne. Pensez par exemple au secteur public. Et puis, on a tout un ensemble d'autres cas de figure qui vont nécessiter, là pour le coup, un consentement de la personne pour que vous puissiez collecter et ensuite traiter les données. Par le passé, jusqu'à des dates assez récentes, même si la CNIL a fait beaucoup de remontrances à de nombreuses entreprises à ce sujet, on avait des consentements finalement assez généralistes, assez englobants, voire parfois assez flous,
caché au milieu d'une centaine de pages de conditions générales, et les gens cliquaient sur suivant, 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 accepter, et finalement se retrouvaient à consentir à des usages de leurs données personnelles, sans forcément trop savoir ce à quoi ils avaient consenti. Ça, demain avec le GDPR, ce ne sera plus possible. Il va falloir obtenir des consentements fins, précis, explicites pour chacun des groupes de finalités envisagés, à des fins marketing, à des fins de data science, à des fins de démarchage commercial, etc. Il faudra préciser et obtenir pour chacune finalement de ces macro-finalités un consentement précis. Mieux encore, il faudra que les personnes puissent gérer entre guillemets leur consentement, éventuellement revenir dessus. Donc on imagine déjà ce que ça va représenter. Il va falloir mettre en place une espèce de gestion centralisée de ces consentements et bien sûr s'assurer qu'ils soient pris en compte. C'est pas tout de simplement demander aux personnes si elles veulent ou non que les données soient traitées pour faire de l'analyse data science ou autre, et que derrière on ne prenne pas en compte évidemment les consentements tels qu'ils ont été stipulés. Donc voilà, là il va y avoir quand même quelque chose d'assez important avec ces consentements qui vont être plus fins, qui devront être exposés de manière plus claire. C'est vraiment un enjeu très important. Ensuite, on a ce principe de minimisation qui revient tout au long du texte, également très important. La minimisation, c'est quoi? Eh bien, pour le dire très simplement, c'est qu'une entreprise n'a le droit de détenir des données personnelles d'un individu que si et seulement si elle a finalement une raison légitime d'utiliser ces données. Très clairement, fini le temps où on se disait ça pourra toujours servir. Hein, j'ai collecté le nom des enfants de mon client ou bien la race de son chien. Si je n'ai pas une raison très claire et explicite et justifiée d'utiliser cette donnée dans le cadre de mon activité, je ne suis pas en droit de la détenir, de la conserver. Hein, donc ça c'est un principe très important. Vous avez peut-être vu dans le sommaire que j'ai prévu en fin de présentation de vous faire un petit focus finalement sur les notions de big data versus GDPR. On va voir que ça a l'air de s'opposer. Comment est-ce qu'on peut concilier finalement tout cela? Là très clairement le principe de minimisation a l'air de s'opposer en tout point celui du big data, où on va plutôt être dans la maximisation finalement des données à collecter. Minimisation en termes de périmètre de données, mais aussi en termes de temporalité. Hein. Si on n'a pas de raison légale ou spécifique de conserver les données voilà, au-delà d'un laps de temps convenu, évidemment ces données devront aussi être supprimées. C'est un point très important. Autre exigence renforcée, c'est toute la partie analyse d'impact. Ces analyses d'impact vont devenir obligatoires finalement en amont de tout projet de traitement de données qui relèvera soit de traitement massif, hein, on a une notion là de quantité de données traitées, hein, soit de sensibilité des données analysées, traitées, conservées et autres. Il faudra mener des analyses d'impact. Hein, donc ça c'est un point assez important, on pourra revenir dessus si vous le souhaitez à la fin. Il faudra également tenir un registre de traitement, donc ça c'est un point très important. Hein. Donc on entend par traitement finalement toute action qui est menée sur la donnée, donc la collecte, la conservation, la modification, la rectification, la suppression, l'archivage, le transfert d'un applicatif à un autre, tout ça, ce sont des traitements effectués sur la donnée personnelle, et donc ils vont devoir être listés, détaillés. On devra en face de chaque traitement indiquer qui en est le responsable, etc. Donc il va falloir lister ça de manière très précise, l'idée étant d'être en mesure de justifier devant la CNIL finalement que ce n'est pas le chaos hein, dans notre système d'information, qu'on sait précisément où sont les données personnelles, comment est-ce qu'elles transitent, quel est leur cycle de vie, etc. Hein, donc c'est vraiment un élément très important, et on peut estimer, la CNIL a déjà un petit peu communiqué à ce sujet, que ce registre de traitement sera la première chose hein, en cas de contrôle CNIL qui sera demandé, qui sera analysé.
On a ensuite le droit à l'information, donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui existait déjà. Vous avez certainement tous vu les mentions qui figurent en bas des formulaires de collecte de données sur Internet, par exemple, où on stipule que dans le cadre de la loi informatique et liberté, voilà, les traitements suivants vont être effectués, que les données seront transmises aux partenaires et autres et autres. Demain, ce droit d'information devrait être encore plus fin, plus précis. On devra effectivement, un petit peu comme dans l'idée du consentement, être plus clair et plus explicite sur ces mentions d'information. D'ailleurs, il est très intéressant de noter que quand Facebook s'est fait sanctionner hier, l'un des aspects qui est mentionné en termes de justification de cette sanction, c'est que l'information vis-à-vis des utilisateurs, du fait que leurs données pouvaient être recompilées à des fins commerciales, ou bien qu'un cookie allait finalement traquer leurs activités sur des sites tiers, etc., n'était pas assez explicite, ces mentions d'information. Et donc l'utilisateur n'est pas assez informé. Donc voilà, très clairement, là, on a un point évidemment très important, puisqu'on voit que c'est l'une des raisons pour lesquelles Facebook notamment s'est fait reprendre. Donc il va falloir retravailler toutes ces mentions d'information. C'est un point assez important. Le droit d'accès et d'opposition. Alors, par droit d'accès, là, on a également un point très important qui existait déjà, mais qui va être renforcé, c'est que toute personne est susceptible de contacter l'entreprise telle et de lui demander de lui fournir une image des données qu'elle possède sur elle à un instant T. Donc, moi, Elliott Morier, je demande, par exemple, à ma banque de me fournir dans un fichier lisible, clair, explicite, finalement, eh bien, toutes les données qu'elle a collectées sur moi pour éventuellement ensuite exercer un droit de rectification ou demander, on verra plus tard, un droit à l'oubli. Donc, comment être capable, si certains d'entre vous connaissent un petit peu les systèmes d'information de leurs entreprises. Vous savez que souvent on est très siloté. Nous, on a un de nos partenaires, un de nos clients, qui réplique les données de ses clients dans 49 silos applicatifs différents. Donc imaginez-vous comment arriver à rassembler toutes les données qu'on a dans 49 applications différentes de Monsieur Mourier pour les concaténer dans un seul et même fichier unique. Vous pouvez imaginer les problématiques que ça va soulever quand on a des données qui sont doublonnées, qui ne sont pas propres, quand Monsieur Mourier s'écrit avec un R ou avec un E, comment est-ce qu'on arrive à recompiler et à avoir cette vision unique finalement du client, vision 360 comme on dit parfois, non pas tant en termes de connaissance du client, mais en termes de conformité légale, puisque vous devez être capable finalement de restituer, c'est ce que demande la loi, cette image concaténée des données que vous avez sur une personne à un instant T. Donc là, on peut voir les enjeux en termes de processus, d'implication, en termes d'outillage technique aussi, que cela peut avoir, notamment pour des systèmes d'information qui sont comme ça très vastes, très silotés. Il y a un point extrêmement important aussi qui est renforcé par le texte, c'est tout ce qui est notification de sécurité. Alors là aussi, l'actualité est évidemment riche. Vous avez tous entendu parler du fameux rançongiciel WannaCry qui sévit actuellement. Ces enjeux de sécurité, ces failles de sécurité, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important en ce moment. Et le texte GDPR vient donc exiger auprès des entreprises qu'elles notifient dans les 72 heures suivant la survenance de la faille, la CNIL, que faille il y a eu, de quelle nature, quel impact et quelles sont les mesures que vous, en tant qu'entreprise, avez prises pour limiter finalement les risques, limiter l'impact de la faille en question. Dans les 72 heures, c'est extrêmement court, surtout que ces failles, évidemment, arrivent toujours des vendredis soirs ou des samedis. Évidemment, ce n'est pas 72 heures ouvrées, c'est bien 72 heures, donc on peut imaginer, là aussi, les processus qu'il va falloir mettre en place, peut-être se doter aussi d'outils plus performants pour détecter ces failles, parce qu'on sait qu'en réalité, en moyenne,
Je crois que les failles de sécurité sont détectées plus d'une centaine de jours après leur survenance dans les systèmes. Donc évidemment, on est très loin des 72 heures. Donc là, il y a un enjeu majeur. Mais il est encore plus majeur puisqu'au-delà du simple fait de notifier la CNIL, il faudra également notifier les utilisateurs dans le cas où la faille présenterait, le fait que les données aient été dérobées ou modifiées ou autres, corrompues, un risque pour ces personnes. Ces risques qu'il y a pour les personnes, vous devez les informer qu'il y a eu une faille de sécurité. Là aussi, l'actualité récente est riche en affaires de ce type. On se souvient de Sony ou de Yahoo qui ont dû présenter de plates excuses à tous leurs utilisateurs parce que finalement leur mot de passe avait fait l'objet d'une faille, etc. Donc là encore une fois, en termes d'image, c'est des enjeux vraiment importants. On peut imaginer la catastrophe que cela peut représenter d'avoir à avouer à nos clients ou à nos usagers que leurs données ne sont pas en sécurité chez nous. C'est vraiment des choses auxquelles les personnes sont de plus en plus sensibles et donc c'est un enjeu vraiment important. Alors, au-delà de ces exigences renforcées, on a de nouvelles exigences. Donc vous en avez certainement entendu parler de certaines d'entre elles. La nomination du DPO, du Data Protection Officer, un délégué à la protection des données en français, qui donc, contrairement à qui est finalement un SIL 2.0 quelque part, le correspondant informatique et liberté, qui n'était pas obligatoire dans la plupart des entreprises, qui était souvent quelqu'un qui avait une double casquette. Alors il pouvait être soit au juridique, soit à la conformité, soit même le responsable sécurité informatique, le RSSI. On avait souvent ces types de profils qui assuraient une fonction de SIL et dont la principale tâche consistait à s'assurer que les déclarations CNIL, vous vous en souvenez, étaient bien transmises. Avec le GDPR, on change complètement de système. On n'aura plus de déclaration CNIL a priori. On passe à un système d'accountability, c'est-à-dire la responsabilisation des entreprises qui doivent être à tout moment en mesure de prouver qu'elles sont conformes aux différentes exigences du texte et de le prouver avec des preuves matérielles. Donc on n'est plus du tout dans le même système où on faisait simplement une demande a priori et quelque part après on était relativement tranquille. Là, il va vraiment falloir s'assurer qu'on a des processus qui sont outillés, qu'on est capable d'apporter la preuve à un instant T que oui, les mentions légales sont conformes, que oui, on est en mesure de fournir à la personne une image de ces données à un instant T, et si oui, comment, etc. Donc, avec ce basculement, évidemment, le rôle du SIL qui devient DPO va véritablement évoluer. On voit qu'il va devoir être finalement à la connexion de plusieurs mondes. D'une part, le juridique, la conformité, aussi évidemment l'IT, puisqu'il y a beaucoup de process qui vont être de nature informatique, et puis aussi vis-à-vis des métiers qui sont de plus en plus impliqués, on pense notamment par exemple au marketing, dans finalement le traitement de ces données clients, prospects et autres. Donc il va falloir parvenir à identifier la bonne personne, rédiger des fiches de poste qui conviennent, etc. Donc il y a un véritable enjeu de gouvernance avec l'apparition de cette nouvelle tête de pont. C'est vraiment un enjeu très important. La CNIL d'ailleurs commence déjà à proposer des formations DPO, donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Autre exigence très importante, c'est ce concept de privacy by design, de protection des données dès la conception, de protection des données par défaut. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors ça c'est vraiment un principe qu'on retrouve tout au long des 200 articles du texte. C'est finalement cette idée que la protection des données ne peut plus être la dernière roue du carrosse des projets. Moi j'ai eu l'occasion
d'intervenir sur de nombreux projets de référentiels de données clients, par exemple, ou de données tiers, où on arrivait, les projets étaient déjà en production depuis longtemps, et où le sujet protection des données personnelles n'avait même pas été traité. Donc ça, c'est alors qu'on traitait plusieurs millions de données personnelles dans des systèmes, sur des grandes entreprises françaises. Donc là, on est sur des choses qui évidemment ne sont pas du tout conformes, mais avec ce privacy by design, il va falloir en fait mettre en place un certain nombre de processus pour s'assurer que dès la conception des projets, voilà, la mise en œuvre d'une nouvelle application ou autre, on prenne on considère ces enjeux voilà, dès la conception des projets. On peut imaginer par exemple que dès les expressions de besoin, les spécifications générales des différents projets, il faudra faire figurer le sujet et être en mesure de démontrer que voilà, tout au long de la vie du projet, ce sujet de la protection des données est traité de manière continue. Ça va vraiment être un enjeu très important. Ensuite vient le fameux droit à l'oubli, donc, dont beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler, et qui est consacré finalement par le GDPR. Il a déjà été consacré pour les enfants avec la loi Le Maire, la loi pour une république numérique. Avec le GDPR, il est consacré pour tous. Qu'est-ce qu'il stipule, ce droit? C'est que vous êtes en droit de demander aux entreprises à qui vous avez transmis des données personnelles de supprimer purement et simplement de leur système d'information l'ensemble des données personnelles qu'elles possèdent sur vous. Alors évidemment, ce n'est pas nécessairement de la suppression physique en tant que telle, ils peuvent anonymiser les données, etc. Mais ils ne doivent plus être en mesure d'exploiter des données auxquelles on peut vous relier, puisque c'est ça une donnée personnelle, c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement un individu, une personne physique. Donc là encore, ce droit à l'oubli, pour reprendre l'exemple de notre client qui a ses données dispatchées dans 49 applicatifs différents, imaginez-vous ce que ça peut représenter en termes de charge. Si je reçois une demande de droit à l'oubli, j'ai 30 jours, dit le texte, pour m'exécuter. Pour aller chercher Monsieur Mourier, dont parfois on l'écrit avec 2 R, avec un E et autres, dans 49 applicatifs différents, et m'assurer que les données ont bien été supprimées, et ensuite être capable d'en apporter la preuve, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter. Là, il va y avoir un véritable enjeu pour s'assurer que ce droit à l'oubli soit véritablement une réalité dans les entreprises. On a aussi le droit à la limitation. Alors là, on revient un petit peu sur les consentements. C'est l'idée selon laquelle, effectivement, si à un moment donné, j'ai accepté que mes données pouvaient être utilisées à des fins marketing et puis à des fins de data science, si j'ai envie de revenir parce qu'entre-temps, j'ai changé d'avis et puis j'ai entendu des choses sur la data science qui ne me plaisent pas, je dois pouvoir demander à ce que mes données ne soient pas traitées dans le cadre de ce type de traitement-là, ces traitements à des fins de data science. Donc je peux limiter le nombre de traitements auxquels l'entreprise finalement va soumettre mes données. Autre droit très important, le droit à la portabilité. Alors là, on retrouve un petit peu la notion de droit d'accès qu'on a mentionné plus haut. Et finalement, ce droit à la portabilité, il se matérialise en 2 temps. Le premier temps, c'est la personne demande cette image des données dans un format clair, explicite, lisible pour pouvoir le consulter. Et portabilité, pourquoi? Parce qu'elle peut vous demander à vous, responsable du traitement, responsable des données, de transférer ces données vers un autre responsable de traitement, vers un tiers, vers une entreprise concurrente par exemple, un petit peu à l'image de ce qui se passe dans les télécoms quand vous voulez transférer votre numéro. Il y a ce transfert de votre numéro et de quelques données vous concernant vers un autre responsable de traitement. Donc là, il y a des éléments qui sont en train d'être précisés par le G29 qui est le conseil qui réunit toutes les CNIL européennes pour donner un certain nombre de précisions. Vous verrez que
dans les semaines et les mois à venir, il va y avoir un certain nombre de guidelines, hein, de consignes qui vont être données pour aider un petit peu les entreprises à y voir un peu plus clair, parce que le texte n'est pas toujours forcément très très clair sur tous les aspects. C'est pour ça qu'il faut absolument mener une veille informative, hein, sur ces sujets. Donc voilà pour le droit à la portabilité. Et enfin, dernière exigence assez importante de conséquences, c'est vis-à-vis des sous-traitants. Vous n'êtes probablement pas les seuls à traiter les données personnelles que vous avez sur vos clients ou sur vos usagers. Souvent vous sous-traitez, par exemple, un centre de service, des centres d'appel, des hébergeurs, finalement, vont eux aussi traiter les données que vous avez collectées, par exemple, ou bien et il est extrêmement important de savoir qu'avec le GDPR, désormais, il y a une co-responsabilité entre vous et vos sous-traitants, hein, de cette conformité GDPR. Autrement dit, si vous avez tout mis en œuvre pour être conforme au texte et qu'un de vos sous-traitants fait n'importe quoi avec les données personnelles, et que vous n'avez pas prévu des clauses contractuelles qui vous prémunissent finalement contre ce type de situation, il y a par défaut une co-responsabilité, hein. Donc il va falloir retravailler les contrats de sous-traitance pour s'assurer que voilà, vos partenaires, eux aussi, mettent tout en œuvre pour être conformes vis-à-vis du GDPR, parce qu'en cas de jugement, eh bien, vous pourriez vous aussi être sanctionné au titre de cette co-responsabilité. Donc là, il y a vraiment un aspect vraiment très important. Je vois une petite question, on va bientôt arriver au temps des questions, qui est très importante. Effectivement, merci de l'avoir souligné. Là, j'ai beaucoup parlé d'entreprises privées, hein. Le texte s'applique aussi aux entreprises publiques, hein, et même avec des exigences renforcées. Par exemple, le DPO, dont on a parlé tout à l'heure, est obligatoire dans le cas des entreprises publiques. En ce qui concerne les associations, elles bénéficient, elles, d'un régime un petit peu différent. On pourra en rediscuter. Voilà pour vous donner un petit peu cette overview, hein, des différentes exigences renforcées et des nouvelles exigences posées par le GDPR. Le temps passe très vite. Je vais pas avoir le temps de forcément entrer dans le niveau de détail que je souhaitais, vous l'imaginez, simplement pour vous expliquer un petit peu comment Micropole et son partenaire Informatica accompagnent aujourd'hui les entreprises, hein, puisqu'on est déjà en train d'accompagner un certain nombre d'entre elles. On intervient sur 3 phases en fonction du niveau de maturité des entreprises, soit sur la partie finalement préparation, puisqu'il y a un besoin de sensibilisation, un petit peu sur ce qu'on est en train de faire sur ce webinaire, voire de conduire un audit flash pour être capable, voilà, en quelques jours, de dresser un premier panorama des exigences sur lesquelles on est conforme, celles sur lesquelles on l'est moins. Donc on a établi, vous allez le voir, juste sur la slide d'après, de longue date, un questionnaire de contrôle, hein, qui nous permet de procéder à un audit. On a travaillé ça avec un cabinet d'avocats partenaires. On a décliné le texte en exigences et en points de contrôle qui nous permettent, voilà, de vous aider, de vous donner un premier livrable où vous allez être en mesure, vous, peut-être, d'aller expliquer à vos directions que, voilà, aujourd'hui, on a un temps d'exigences sur lesquelles on n'est pas conforme, et vu les sanctions encourues, il est grand temps de mettre en place des projets. On peut travailler sur ce premier niveau de préparation. Si vous êtes un peu plus mature sur le sujet, on procède à un diagnostic de conformité à proprement dit. Donc là, on va conduire une dizaine d'entretiens avec toutes les parties prenantes au sein de votre entreprise, donc tant le juridique que les métiers, que l'IT, la conformité, etc. On va analyser tout l'existant et on va dérouler ce questionnaire que je vous ai montré tout à l'heure, mais de manière beaucoup plus détaillée. On est aussi en mesure, si vous le souhaitez, si c'est pertinent dans votre cas, de procéder à une analyse des données de votre système d'information, parce que certaines d'entre vous, certaines entreprises ne sont pas forcément tout à fait certaines de savoir où sont les données personnelles dans l'entreprise, dans quelles applications est-ce qu'on les retrouve, etc. Donc il y a tout un travail de cartographie à réaliser, et là effectivement les solutions qu'Informatica propose nous permettent de vous aider à travailler ces enjeux-là. Et puis évidemment j'ai parlé de l'aspect sécurité qui est vraiment très important. On peut aussi vous aider de manière un peu plus classique à voilà,
évaluer les dispositifs de sécurité vis-à-vis des exigences du GDPR. Et puis si vous êtes vraiment très mature et que le plan d'action est déjà défini, parce que l'objectif de ce diagnostic, c'est de vous aider à établir un plan d'action priorisé, hein. On ne pourra probablement pas tout faire, vous avez vu le nombre d'exigences, hein, il y en a près d'une soixantaine au final, d'ici à mai 2018, hein, je vous rappelle que on approche de la date anniversaire, dans un an le texte entrera officiellement en vigueur. En un an, vu la complexité des enjeux, on n'arrivera probablement pas à aller au bout de la conformité, mais il va falloir prioriser, hein, et ça c'est quelque chose qu'on pourra vous aider à faire. Quels sont les chantiers à mener de façon prioritaire, ceux voilà, qui à la fois nous permettront de montrer notre bonne foi, hein. La CNIL parle souvent qu'à ses yeux, ce qui est important, c'est d'être sur le chemin de la conformité. Comment être capable de montrer qu'on est sur le chemin, qu'on fait ce qu'on peut, qu'on a une roadmap à 3 ans, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais que déjà, d'ici à mai 2018, on aura un certain nombre de choses qui seront mises en place. C'est vraiment important. Et donc là aussi, on peut vous accompagner, que ce soit sur les chantiers organisation, hein, autour du DPO, des rôles, des responsabilités, que des processus, hein, tout ce qui va être analyse d'impact, registre de traitement, processus d'archivage et autres, et également sur la partie plus système d'information, comment vous vous dotez d'outils qui vont vous permettre de nettoyer les données, d'avoir une vision unique de vos clients, et puis tous les aspects sécurité. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, l'offre de services qu'on propose. Aujourd'hui, nous, on intervient beaucoup, notamment sur la phase de préparation. Il y a, comme je vous l'ai dit, le niveau de sensibilisation est assez faible. On est beaucoup sollicité pour faire de la sensibilisation et des audits flash. On a commencé à un diagnostic de conformité dans une grande banque française, sur cette partie-là. Et puis sur la phase de mise en conformité, on essaye, nous, chez Micropole, évidemment, dès qu'on travaille sur nos projets classiques, informatique classique, hein, tout de suite, d'implémenter ces notions de protection des données dans les différents enjeux. Voilà un petit peu pour l'offre de services proposée par Micropole. Donc il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Je vous propose donc de prendre quelques questions. Je me tourne donc vers Sarah. Alors, donc il y avait des questions sur les administrations publiques, j'y ai répondu. Elles sont donc tout à fait concernées, hein, par le GDPR, et elles ont même des exigences qui leur sont propres, hein. Alors pour les administrations publiques, on ne va pas forcément être effrayé, je dirais, par les sanctions pécuniaires, hein, mais les problématiques en termes d'image, par exemple, on a eu l'occasion de commencer à travailler avec des municipalités. Évidemment, être la municipalité qui a fait l'objet de failles de sécurité ou bien qui ne protège pas bien les données de ses concitoyens, vous pouvez imaginer les enjeux politiques en termes d'image, hein, que cela peut avoir. Évidemment, les organisations publiques sont concernées. Alors on me pose une question sur les outils Informatica. Est-ce qu'ils sont en mesure aussi de cartographier les données non structurées? Bonjour Alexandre Vidal, donc merci pour la question. Effectivement, nous avons une solution qui s'appelle Secure at Source et qui va vous permettre d'identifier à travers ce qu'on appelle un data store, donc qui peut être une base de données ou autre, l'ensemble des données, qu'elles soient structurées ou non structurées. Tout à fait, hein. Et quand je parle du diagnostic et de l'analyse des données, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire alors sur un échantillon de données, hein, parce que le diagnostic va nous permettre de mettre en lumière un certain nombre d'enjeux, mais après, dans la phase de mise en conformité, évidemment, ces outils vont vous permettre de surveiller quelque part, hein, ces données personnelles dans votre SI, de les monitorer, hein, qu'elles soient structurées ou non structurées, effectivement. Absolument, et donc quand on parle de surveillance, on parle également de traçabilité et de gouvernance de la donnée. Merci beaucoup. Autre question sur la suppression et l'anonymisation des données.
Alors effectivement, j'ai pas eu le temps de le dérouler avec vous, je vais quand même avancer pour que vous puissiez le voir rapidement. Vous voyez, quand je voulais vous parler de Big Data et GDPR, un mariage impossible, hein, effectivement, le Big Data, on va être sur la maximisation, la collecte de données en masse, qui a l'air de s'opposer au principe de minimisation. On ne connaît pas nécessairement les finalités à l'avance, parce qu'on va jouer avec les données pour essayer d'en tirer un petit peu de valeur. Donc difficile d'obtenir a priori des consentements, puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'on va faire des données. Et puis enfin, on est sur des données brutes, non unifiées, donc ça va encore complexifier derrière la nécessité de procéder à l'effacement des données si droit à l'oubli est exercé. Donc il y a des possibilités qui existent. Le texte parle de pseudonymisation. Alors bon, pseudonymisation, anonymisation, là il y a des débats d'experts pour trancher. Moi j'ai tendance à dire que la pseudonymisation, pour moi, on est sur finalement une anonymisation temporaire et non définitive. Donc vous voyez là j'ai Monsieur Pierre Dupont. J'ai envie d'utiliser ces données par exemple à des fins de data science. Donc je pseudonymise. Donc Pierre Dupont s'appelle maintenant AAAZZZ, il a un autre ID, donc je ne suis plus en mesure de l'identifier avec cette fiche. Par contre, je conserve dans un coffre-fort, hein, le lien entre Pierre Dupont et AAAZZZ. Évidemment, ce coffre-fort est extrêmement bien protégé. Hein. Je travaille sur mes données, je m'aperçois finalement que voilà, AAZZZ pourrait tout à fait faire l'objet d'une campagne marketing précise. Donc je vais ici, au moment de la réidentification, bien solliciter Pierre Dupont et lui demander si je peux, je lui demander son consentement pour utiliser ces données à des fins marketing. Et s'il me dit oui, eh bien, je vais pouvoir réidentifier, rétablir le lien entre Pierre Dupont et AAAZZZ. Hein. Et donc, une fois que j'ai obtenu le consentement, traiter les données dans ce sens-là. Même chose quand il s'agit de supprimer les données de manière définitive. Hein, comme je l'ai dit, on n'est pas tenu de les supprimer physiquement. Une anonymisation définitive vaut suppression dans la majorité des cas, exactement. Donc toutes les solutions de data masking, d'anonymisation des données vont souvent être assez pertinentes. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire ce que j'ai pas eu le temps de vous dire très précisément, mais c'est que le travail qu'on a fait chez Micropole avec nos partenaires, c'est de faire finalement le lien entre les exigences GDPR, leur traduction technico-fonctionnelle, et les solutions, les types de solutions qui vont vous permettre eh bien de satisfaire les différentes exigences du texte. Hein, donc nous, c'est des solutions comme la solution de data quality, les différents référentiels, les portails clients, les solutions de data masking et autres. C'est des solutions que Micropole implémente chez ses clients depuis une trentaine d'années, on les connaît vraiment bien. Et donc, on sera capable de vous aiguiller pour vous aider à choisir évidemment les solutions dont Informatica est assez présent sur la plupart du spectre indiqué ici, évidemment. Celles qui pourront vous aider à vous mettre en conformité sur un plan technique. Ça, c'est vraiment un point important. Alors, je vois d'autres questions. Alors, on me dit concernant le droit d'accès, finalement, comment la personne qui en fait la demande peut vérifier que l'entreprise a bien donné toutes les infos la concernant? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, l'entreprise est tenue de restituer les données que vous lui avez transmises. On sait que les entreprises, quand elles collectent des données, elles les travaillent. Elles vont par exemple faire des segmentations clients et autres, elles vont produire de la valeur sur cette donnée, des données complémentaires aux données que vous avez transmises. Ça, c'est sa propriété intellectuelle. Elle n'est pas tenue de vous délivrer finalement les données qu'elle a produites à partir des données que vous avez fournies. Hein. En revanche, toutes les données que vous lui avez transmises, elle doit bien vous les restituer. Hein. Donc, il n'y a pas nécessairement de moyen de contrôler qu'il y a bien l'exhaustivité d'eux, mais quelque part, vous le savez, puisque c'est un petit peu les données que vous avez vous-même transmises. Maintenant, évidemment, comme on est sur un principe de accountability, les entreprises devront apporter la preuve que ces données, c'est pas juste quelqu'un qui a fait un Excel rapidement et qui a noté quelques informations comme ça au hasard, mais qui a bien eu un processus
automatisé de préférence, hein, qui a été mis en œuvre et qui permet une restitution sûre et certaine des données telles qu'elles sont présentes dans le système d'information. Donc c'est cette preuve, hein, qui sera apportée en plus du fichier qui pourra vous permettre de déterminer finalement si voilà, le droit d'accès a bien été satisfait ou pas. Alors, on me parle à nouveau du sous-traitant. Donc effectivement, une exigence importante. Le sous-traitant aura-t-il l'obligation de conserver un registre concernant les données de son client? En fait, de manière très simple, le sous-traitant, il va être soumis aux mêmes exigences que vous. Vous possédez des données personnelles. Vous êtes donc, qui sont en masse, qui peuvent être sensibles et autres, vous faites des traitements à grande échelle, vous êtes concerné par GDPR. Alors peut-être une petite précision, il faut savoir, il y a eu une directive qui a été fournie donc par ce fameux G29 que j'évoquais là tout à l'heure, qui essaie de préciser un peu les choses. Qui est concerné par GDPR? Ce qui est donné comme exemple, c'est le médecin de campagne qui a un fichier d'une patientèle de 500 personnes, qui a certes des données assez confidentielles, voire sensibles évidemment, de santé et autres sur ces personnes, n'est pas concerné par le GDPR en tant que tel. Il ne va pas avoir besoin de nommer un DPO, de tenir un registre et autres, parce qu'on considère que voilà, l'activité est quand même relativement restreinte, donc en gros les professions libérales et autres ne vont pas être concernées par ces différentes exigences. A l'inverse, un hôpital, donc là qui va plutôt gérer des milliers, voire des dizaines de milliers d'enregistrements de personnes, là on considère qu'on est déjà sur du traitement de masse, et donc les hôpitaux devront nommer un DPO, devront tenir un registre de traitement et autres. Les sous-traitants qui travaillent donc du coup potentiellement pour vous sur des millions d'enregistrements et autres, ils seront soumis aux mêmes exigences, donc ils devront eux aussi tenir un registre de traitement, voire avoir leur propre DPO, etc. Et ça, ce sont des choses, des exigences qui potentiellement devront figurer dans les contrats de sous-traitance que vous aurez avec eux. Alors, je crois qu'on arrive au bout du temps. Je vais prendre peut-être une dernière question. Donc, certains d'entre vous m'ont demandé s'il était possible d'avoir accès à la présentation. Ce que je vous invite à faire, c'est... Hop, voilà, vous voyez à la fin, je ne sais pas si c'est très lisible, je vais vous le mettre dans le chat. Je vous invite à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous transmettre la présentation et puis évidemment de répondre à vos questions complémentaires. Je vous remercie pour votre participation. Je suis désolé de ne pas avoir eu le temps de répondre à toutes les questions. 45 minutes, c'est vraiment court pour traiter un texte européen de 200 pages. J'espère quand même que ça a pu vous donner un aperçu un petit peu plus clair des implications que cela va avoir pour vous. Le temps est court, il reste une année. Alors vous allez me dire, peut-être que la CNIL fera preuve de clémence et ne mettra pas des sanctions à 4% du chiffre d'affaires dès le lendemain du 25 mai 2018, très certainement. En revanche, vu finalement la transversalité des enjeux, hein, parce que vous l'avez vu, là, finalement toute l'entreprise est concernée, la technicité aussi des enjeux, parce qu'on voit que très clairement il y a certaines exigences qui impliquent de s'outiller, de revoir des processus et autres. On voit que le chantier est quand même colossal. Alors certes, on va y aller étape par étape, priorité après priorité, hein. On va prendre les enjeux les plus risqués et aller vers les moins risqués, certes, mais c'est vraiment une démarche qu'il est grand temps d'entamer à un an de la sortie du texte. Et évidemment, Micropole et toute l'équipe GDPR ainsi que son partenaire Informatica et nos cabinets d'avocats aussi partenaires, je tiens à le dire, hein, parce qu'on est quand même sur un enjeu de compliance avec des enjeux juridiques, donc on se fait accompagner par des cabinets, parce que Micropole n'a pas forcément vocation à vous aider à rédiger des nouvelles clauses contractuelles, mais les cabinets d'avocats partenaires avec qui on travaille pourront évidemment le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour toute question complémentaire. Merci de votre participation et à très bientôt. Merci à tous.